Alors aujourd'hui, on va se pencher sur un livre qui, à sa sortie, a vraiment fait l'effet d'une bombe. Je parle de La Grande Illusion de Norman Angell. Publié juste avant la Première Guerre mondiale, à une époque où l'Europe était une véritable poudrière, ce livre pose une question qui va à l'encontre de tout ce qu'on pense savoir. Et si la puissance militaire d'un pays, sa capacité à dominer, était devenue complètement inutile pour assurer sa prospérité? C'est ça. Et il va même plus loin. Ce n'est pas juste inutile, c'est une illusion. Une illusion très dangereuse qui pousse les nations à s'épuiser dans des courses aux armements. L'idée reçue à l'époque, comme aujourd'hui, est assez simple, hein. Une armée forte protège le commerce, ouvre des marchés et donc garantit la richesse. Angell arrive et dit non seulement c'est faux, mais c'est l'exact opposé de la réalité économique moderne. Il veut démolir ce qu'il appelle l'axiome du cannibale. L'action du cannibale, j'aime beaucoup le terme. Ça veut dire quoi exactement? C'est l'idée assez primitive que pour s'enrichir, il faut prendre ce que l'autre possède. Un peu comme un cannibale qui mangerait son ennemi pour s'approprier sa force. Et Angell, lui, il dit que cette logique ne s'applique plus du tout à des nations modernes et complexes. Et notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi. Parfait. Alors commençons par le cœur du sujet, l'argument économique. À l'époque, on a des théoriciens comme l'amiral Mahan qui expliquent que la domination des mers, c'est la clé de la richesse mondiale. La Grande-Bretagne et l'Allemagne se lancent dans une course navale complètement folle, persuadées que chaque nouveau cuirassé est un bon investissement. C'est ça le contexte? C'est exactement ça. Et Angell prend cette idée et la confronte à des faits très simples, presque brutaux. Il ne fait pas de la morale, non, il regarde les chiffres. Et il met en lumière un paradoxe incroyable, la prospérité des petits États. Des pays comme la Suisse, la Belgique, les Pays-Bas, la Norvège. Des pays sans aucune puissance militaire significative, en fait. Et qu'est-ce qu'il découvre en regardant ces pays? Il découvre qu'ils sont souvent plus stables et plus prospères que les grands empires bardés de canons. L'exemple le plus frappant, ce sont les obligations d'État. C'est un bon indicateur de la confiance des investisseurs. À l'époque, les obligations de la petite Belgique, sans armée ou presque, s'échangent à 96. Celles de la surpuissante Allemagne sont à 82. Celles de la Norvège à 102, alors que l'immense empire russe, avec ses millions de soldats, peine à 81. Attendez, mais ça défie toute logique. Si la puissance militaire est censée garantir la sécurité, et donc la richesse, comment les investisseurs peuvent avoir plus confiance en un pays sans défense? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens si on pense la richesse comme un coffre rempli d'or, justement. Mais c'est là qu'est toute la révolution d'Angell. Il explique que la richesse moderne n'est plus matérielle. On ne peut plus la voler. Elle est immatérielle. Elle repose sur le crédit, la confiance, les contrats. C'est un tissu incroyablement fragile et interconnecté. Il utilise une image très forte. Imaginez que l'armée allemande débarque à Londres, réussisse à envahir la ville et à piller les coffres de la Banque d'Angleterre. Victoire totale, j'imagine. L'Allemagne s'enrichit fabuleusement. Eh bien, pas du tout. Ce serait une catastrophe pour l'Allemagne. Le système financier allemand, comme tous les autres, dépendait à l'époque de la stabilité du crédit anglais. En faisant sauter la banque en Londres, l'Allemagne ferait s'écrouler son propre système de crédit. Des banques allemandes feraient faillite dès le lendemain. Le conquérant se tirerait une balle dans le pied, économiquement parlant. La confiscation est devenue une impossibilité. D'accord. Là, je dois avouer que je suis un peu perdue. Si un pays est conquis, sa richesse n'appartient pas de fait au conquérant. Je veux dire, si l'Allemagne a pris le contrôle des usines en Alsace-Lorraine après 1870, comment s'en a pas enrichi l'État allemand? Cette illusion parfaite. Angell démontre que pas un seul citoyen allemand ne s'est enrichi d'un mark grâce à cette annexion. Et pourquoi? Parce que la richesse, les usines, les maisons, les fermes, tout ça est resté la propriété privée des habitants de l'Alsace-Lorraine. Pour que l'Allemagne s'enrichisse vraiment, il aurait fallu exproprier toute la population, ce qui est une impossibilité pratique et économique. Le gouvernement allemand peut lever des impôts là-bas, bien sûr, mais il doit aussi payer pour les routes, les écoles, la police. Au final, l'opération est neutre, voire déficitaire. Donc, conquérir un territoire, ce n'est plus s'emparer d'un trésor, c'est juste acquérir de nouvelles responsabilités administratives. C'est précisément ça. Il utilise une analogie brillante. C'est comme si la ville de Paris décidait d'annexer militairement le département des Yvelines. Est-ce que chaque Parisien deviendrait subitement plus riche? Absolument pas. La richesse des Yvelines resterait la propriété des Yvelinois. La raison profonde de tout ça, c'est que les frontières politiques ne correspondent plus du tout aux frontières économiques.
Le commerce, le crédit, les investissements, ils traversent les frontières comme si elles n'existaient pas. La puissance militaire est devenue impuissante face à ça. D'accord. L'argument économique est vraiment solide, presque, froidement logique. Mais ça me laisse perplexe, parce que les guerres ne sont pas déclenchées par des comptables. Il y a la passion, la fierté nationale, l'honneur, et puis il y a cette idée très populaire à l'époque d'un darwinisme social un peu dévoyé, qui dit que la guerre est une nécessité biologique, la lutte pour la vie entre les nations. Comment Angel s'attaque à cette part d'irrationnel? Il y consacre une partie entière, qu'il appelle la nature humaine du cas. Et là encore, il retourne complètement l'argument. Il dit que cette idée que la guerre est une loi de la nature, un mécanisme de sélection des plus aptes, c'est une erreur de lecture fondamentale de la biologie. En quoi c'est une erreur? L'idée que la lutte est le moteur de l'évolution est quand même très ancrée, non? Eh oui, mais quelle lutte? C'est ça la question. Angel explique que la véritable lutte pour la survie de l'espèce humaine, ce n'est pas celle des hommes entre eux, c'est la lutte de l'humanité unie contre son environnement. Contre la maladie, la faim, les catastrophes naturelles. Le vrai progrès humain, depuis toujours, il ne vient pas du conflit, mais de la coopération pour maîtriser la nature. Se battre entre nous, c'est une distraction tragique. Et il va même plus loin sur cette idée de sélection des plus aptes. Ah oui, beaucoup plus loin. Il avance une idée terrible, mais d'une logique implacable. La guerre ne favorise pas la survie du plus apte. Elle organise systématiquement la survie du moins apte. Pensez-y. Dans un conflit, qui envoie-t-on au front? Les jeunes gens les plus sains, les plus forts, les plus courageux. L'élite physique et morale de la nation. Et ce sont eux qui meurent, des deux côtés. Pendant ce temps, ceux qui sont jugés moins aptes, physiquement ou mentalement, eux, ils restent à l'arrière. Et ce sont eux qui survivent et qui auront des enfants. C'est une idée glaçante. On pense toujours à la guerre en termes de sacrifice des meilleurs, mais ce qu'il dit, c'est que c'est pire que ça. C'est un mécanisme de déclin auto-infligé. Ça change complètement la perception du patriotisme guerrier. On ne se sacrifie pas pour la grandeur de la nation, on contribue à sa dégénérescence biologique. C'est exactement ça. Il en conclut que les nations les plus belliqueuses ne sont pas des nations d'avenir, mais au contraire des sociétés en déclin. Et il étend ce raisonnement. Il montre que la force physique, brute en général, joue un rôle de moins en moins important dans toutes les sphères de la société. Le pouvoir ne vient plus des muscles, mais de l'intellect, de l'organisation. Il touche aussi à la question des idéaux. On ne fait pas toujours la guerre pour l'argent, mais pour des valeurs, une religion, une idéologie. Oui, et ça c'est un autre point fascinant et très moderne de son analyse. Il dit que même ces combats-là ne se font plus à l'échelle nationale. Il n'y a plus une nation entièrement catholique contre une nation entièrement protestante, ou une nation socialiste contre une nation individualiste. Ces lignes de fracture, ces véritables guerres d'idées, elles traversent les frontières. Donc, si je comprends bien, il dit que nos identités sont devenues plus complexes que notre passeport, que je pourrais avoir plus en commun idéologiquement avec quelqu'un à l'autre bout du monde qu'avec mon propre voisin, et que c'est ça la nouvelle ligne de front. C'est tout à fait ça. Un socialiste français se sentira plus proche d'un socialiste allemand que d'un grand industriel français. Un scientifique d'un pays se battra pour les mêmes idées qu'un scientifique du pays ennemi. La lutte pour les idées est devenue transnationale. Donc, utiliser l'armée nationale pour imposer une idée devient absurde. L'outil n'est plus du tout adapté à la nature du conflit. D'accord, l'argumentaire est vraiment puissant. La guerre serait donc une arnaque économique, une erreur biologique et une absurdité idéologique. Du coup, la question qui tue, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Si tout est basé sur une illusion, la conclusion logique, c'est le désarmement immédiat, le pacifisme total. Et c'est là qu'Angel surprend tout le monde et montre qu'il n'est pas un idéaliste naïf. Sa réponse est absolument pas. Le désarmement unilatéral serait une folie. Et c'est un point vraiment crucial de son raisonnement. Mais pourquoi? S'il a démontré que l'agression est futile, pourquoi continuer à se préparer à se défendre? Parce que le danger, ce n'est pas la réalité. Le danger, c'est l'illusion elle-même. Tant qu'une nation voisine croit encore que la guerre peut lui être profitable, eh bien elle reste une menace réelle. Les nations n'agissent pas en fonction de leurs intérêts réels, mais en fonction de ce qu'elles perçoivent comme étant leurs intérêts. Et si votre voisin est convaincu par l'axiome du cannibale, il peut très bien vous attaquer. Sa guerre le ruinera peut-être, mais en attendant, elle vous détruira aussi. La défense reste une nécessité. C'est un paradoxe terrible. On est obligé de s'armer jusqu'aux dents pour se protéger d'une agression qui, au final, ne profiterait même pas à l'agresseur. On est pris en otage par l'ignorance des autres, en quelque sorte.
C'est une situation complètement absurde quand on y pense. C'est pourquoi il conclut que s'attaquer aux armements, ça ne sert à rien. C'est traiter le symptôme, pas la maladie. L'éducation. Il faut patiemment démontrer à l'opinion publique de tous les pays que la guerre est un jeu de dupes. C'est en changeant les idées qu'on élimine l'envie d'agresser. Le combat est intellectuel. Donc si on résume l'esprit de la grande illusion, ce n'est pas du tout un appel à la gentillesse ou un pamphlet pacifiste un peu naïf, c'est une analyse clinique, froide, qui arrive à la conclusion que les règles du jeu ont changé, que les fondations de la politique internationale, ces axiomes que tout le monde répète, sont obsolètes, que notre monde interconnecté a rendu la guerre inutile pour ce que les peuples recherchent, la sécurité et la prospérité. Exactement. C'est une œuvre qui nous force à remettre en question nos réflexes les plus profonds, sur le pouvoir, la richesse, la sécurité. Et cela nous laisse avec une dernière pensée, une question pour aller plus loin. Si Angel avait raison, si cette grande illusion sur la futilité de la force s'applique aux relations entre les nations, ne pourrait-elle pas aussi s'appliquer à d'autres échelles, à tous ces conflits dans nos sociétés où l'on est encore convaincu que la domination d'un groupe sur un autre est la seule voie possible vers le succès?